Bienvenue sur la Caille, le podcast qui célèbre la culture haïtienne de manière fun et décomplexée. Je suis Juliette. Ma mission, faire raconter la culture haïtienne par ceux qui la vivent et la font rayonner au quotidien afin de redécouvrir Haïti. Tradition, savoir-faire, transmission, histoire, cuisine, coutumes, parcours inspirants. Installe-toi confortablement pour un décollage au cœur de la première République noire. Belle écoute! Bienvenue dans notre nouvel épisode de La Caille. Aujourd'hui, notre nouvel épisode porte sur une thématique très appréciée et très demandée, l'histoire d'Haïti. Elle intrigue, elle fascine, mais elle suscite toujours autant d'intérêt au fil des années. Notre invitée est Virginie Belloni, historienne. Elle s'est spécialisée sur l'histoire d'Haïti. C'est un épisode au cœur de l'histoire de tout un peuple que l'on vous propose aujourd'hui. Bienvenue au sein du podcast, Madame Belloni. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation. Merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Avec plaisir. Est-ce que vous pouvez prendre le temps de vous présenter, s'il vous plaît, pour nos auditeurs? Oui, donc mon nom, vous l'avez dit, c'est Virginie Belloni. Je suis historienne de formation. J'enseigne à l'Université de Montréal, où je suis professeure adjointe. Donc j'ai commencé en janvier dernier, donc en janvier 2025. Au niveau de mes intérêts de recherche et de spécialisation, c'est l'histoire d'Haïti, principalement au XXe siècle, mais comme tout le monde, comme n'importe quel Haïtien, je m'intéresse vraiment à l'ensemble de l'histoire d'Haïti, donc vraiment de l'époque coloniale française à nos jours. Donc je m'intéresse aussi jusqu'à un certain point à l'actualité très mouvementée du pays. Et donc moi, au niveau de ma formation, j'ai toujours été en histoire. Donc avant ça, j'ai fait un master et avant ça, j'ai fait un baccalauréat toujours en histoire et toujours avec un intérêt pour Haïti. Donc différentes périodes du XXe siècle, mais voilà, toujours un peu sur Haïti. Et donc j'ai toujours su que je voulais plus ou moins devenir historienne, mais disons que le séisme de 2010 m'avait beaucoup marqué. Moi, j'ai 34 ans, donc j'avais 18 ans lors du séisme. Et je me rappelle la manière dont les médias ici, je vis au Québec, ont présenté Haïti, hein, vraiment à l'intérieur de ce discours de pays maudit, pays le plus pauvre au monde, et ceci et cela, beaucoup de fausses pitié et fausse solidarité, tant qu'à moi, par rapport à Haïti. Ça m'avait beaucoup fâché à l'époque. Et donc, je m'étais dit que à l'avenir, quand les gens allaient parler d'Haïti, j'allais me défendre davantage. Ma défense, pour moi, ça allait être de vraiment apprendre à connaître l'histoire de ce pays. Et ça a été un moment de grande humilité pour moi l'année suivante quand j'ai commencé l'université, lorsque je me suis rendu compte qu'en fait, au-delà de quelques grands noms et quelques moments historiques marquants, je ne connaissais pas aussi bien l'histoire d'Haïti que ce que j'avais pu penser jusque-là. Donc pour les 15 prochaines années, bien c'est ce que j'ai fait. Je me suis intéressée à Haïti et puis ça nous amène à là où on est aujourd'hui. Waouh, parcours très intéressant et très enrichissant. Et moi, vous avez répondu à la question sur l'intérêt. Et moi, j'avais aussi une autre question à vous poser. Euh, Lorsque vous vous êtes intéressé à cette histoire, pour aller plus loin, comment vous avez procédé pour documenter cet intérêt, pour découvrir? Est-ce que c'est passé par des livres? Est-ce que ça passait par aussi des interviews, des échanges? Comment cet intérêt il a grandi et comment ça s'est matérialisé concrètement dans votre quotidien? Eh bien, je dirais que, bien sûr, mes deux parents sont haïtiens. Donc, j'ai quand même grandi dans une maison où est-ce que Haïti n'était pas, comment dirais-je, c'était pas un sujet qui était tabou. Je sais qu'il y a des Haïtiens, une fois qu'ils Mhm. immigrent, il y a vraiment un peu une fracture, ils s'intéressent beaucoup moins à l'histoire d'Haïti. Ou du moins, ne pensent pas que c'est important pour la formation identitaire de leurs enfants. Mes parents n'étaient pas comme ça. Ils me parlaient beaucoup d'Haïti et je m'intéressais de manière générale à Haïti, puis aussi à deux populations afro-descendantes, mais toujours avec, si on veut, quand même un point, un intérêt vraiment beaucoup plus centré sur Haïti. Je ne me suis jamais cachée de ça. Il faut dire aussi que peut-être c'est un peu mon tempérament. Alors plus les gens me disaient que c'était pauvre, que c'était ci, que c'était ça, plus moi en fait Haïti m'intéressait. Donc ça avait l'effet inverse. Donc je sais qu'il y a des Haïtiens, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, ah oui, quand j'étais jeune, j'avais un peu honte d'être Haïtien parce que tu sais, les Haïtiens, on était mal vus et c'est ci et c'est là. Donc moi, j'ai jamais ressenti ça. Moi, j'ai toujours été très bien dans mon haïtianité, toujours très heureuse. C'était pas toujours facile des fois de regarder l'actualité dans le pays. C'était pas toujours facile aussi une fois en Haïti de constater certaines choses, mais jamais de honte de mon côté et jamais de manque d'intérêt pour Haïti. Maintenant, ça s'est un peu concrétisé
de plusieurs façons. Déjà, je dirais au secondaire, parce que j'avais compris très tôt que les maths et moi, c'était peut-être pas le meilleur. Une grande histoire d'amour. J'ai toujours su que je voulais aller dans les sciences humaines. Donc, j'hésitais entre l'histoire et les sciences politiques. Pendant un bref moment, j'ai fait les deux. Mais finalement, je suis surtout restée en histoire. Ma grande chance, c'était qu'une fois que j'ai commencé l'université, donc l'année qui suivait, en fait, c'était la même année que le séisme, mais l'année scolaire qui la suivait, si on veut. J'ai commencé l'université cette année-là et j'étais à l'université Concordia à Montréal. Et il y avait une spécialiste d'Haïti là-bas, Caroline Fick, qui a écrit un livre qui est très connu, The Making of Haiti, donc la révolution de Saint-Domingue, je pense que c'est de Saint-Domingue Revolution from Below. Donc c'était tout un mouvement historiographique, l'histoire par le bas, qui était très populaire dans les années 80-90. Donc c'est un livre qui a été vraiment très bien reçu, qui aujourd'hui est un grand classique au niveau historiographique. Si vous vous intéressez à l'histoire de la Révolution haïtienne, vous allez certainement lire son livre. J'ai un peu mal donné le titre là en le traduisant à la moitié en français, mais on pourra y revenir tantôt avec des suggestions de lecture. Et donc j'ai eu la grande chance de bien sûr lire son livre, mais en plus de l'avoir comme professeur, je crois que j'ai pris tous les cours qu'elle enseignait quand j'étais à Concordia, donc j'étais très motivée. Et donc, il n'y avait pas de doute pour moi. Une fois arrivée à la maîtrise, je savais que j'allais continuer à m'intéresser à Haïti. J'ai décidé de laisser un petit peu l'époque révolutionnaire pour m'intéresser davantage à la maîtrise à l'époque de l'occupation américaine, donc de 1915 à 1934. Et au doctorat, je me suis intéressée davantage à la période des Duvaliers, donc de 57 à 86. Dans une perspective un peu différente, je me suis intéressée à la mémoire du duvalierisme ici au Québec, comment les Haïtiens se remémorent, réfléchissent, comprennent ce régime dictatorial qu'il y a eu qui est directement relié à l'immigration de beaucoup d'Haïtiens de la génération de mes parents, leur immigration vers le Québec. Donc, c'est un peu comme ça que ça s'est concrétisé. Ça a commencé par un intérêt très personnel qui est né et qui a été nourri de la sphère familiale, mais qui était aussi en réponse à la société dans laquelle je vivais, où vraiment il y avait un petit peu c'était assez compliqué la relation qu'avait la société québécoise majoritaire avec les Haïtiens. D'un côté, on célébrait des figures comme Daniela Ferrière, l'auteur qui est maintenant un immortel. De l'autre côté, en même temps, on faisait beaucoup de contrastes entre Daniela Ferrière et le reste des Haïtiens qui, eux, étaient vus comme moins éduqués, créolophones. Aussi, les gens déjà de ma génération l'étaient vus un peu comme une génération à problème à cause de la question des gangs de rue ici à Montréal et ainsi de suite. Donc, il y avait autant ces images négatives d'Haïti que aussi des problèmes au niveau de la communauté haïtienne au Québec. Et tout ça, je pense, a vraiment nourri ce sentiment ou ce désir de détachement qu'avaient certaines personnes par rapport à leur identité haïtienne. Mais comme je vous l'ai dit, moi, ça a eu l'effet inverse. Ça m'a juste rendu plus intéressée encore. Et j'ai eu la chance à l'université de pouvoir, d'être là au bon moment, parce que Caroline Fick, depuis, elle a pris sa retraite. Mais j'ai pu bénéficier des cours que j'ai eu avec elle. Et ensuite, oui, ça a été un parcours universitaire ordinaire, donc maîtrise et doctorat. Donc, beaucoup de lectures, évidemment, mais ça fait partie de ce qu'on fait. Beaucoup de gens aussi que j'ai rencontrés sur ma route, ici à Montréal, parce qu'il y a une communauté haïtienne assez importante, qui m'ont beaucoup aidé. Je pense notamment à Franz Voltaire du SUDICA. Le SUDICA, c'est un centre d'archives et de documentation haïtien et afro-canadien. Et Franz Voltaire est un historien de formation, politologue également. Et donc, il a pu à différents moments beaucoup m'encourager et m'aider sur ma route. Et Caroline Fick aussi, quand bien même je n'étais plus son étudiante, a continué à beaucoup s'intéresser même à ma formation finalement. Et donc, j'ai eu beaucoup de chance comme ça. J'ai eu beaucoup de chance avec mon directeur de maîtrise, plutôt au mémoire, à la maîtrise. J'ai eu beaucoup de chance avec mon directeur. J'ai eu beaucoup de chance aussi avec ma directrice de thèse au doctorat, Cynthia Mitten, qui est une latino-américaniste, mais qui n'a pas hésité de me chapeauter avec mon projet qui était sur Haïti, parce que vous savez, on place quand même Haïti dans l'Amérique latine et dans les Caraïbes. Mais voilà, elle travaillait surtout, elle, sur le Pérou, sur les questions reliées à la mémoire, donc elle était très intéressée et très enthousiaste à participer à mon projet comme directrice. Et donc c'est ça, j'ai eu beaucoup de chance aussi également d'être bien entourée par des gens qui voulaient m'aider et qui étaient intéressés aux questions que je voulais poser. Très intéressant. Et pour continuer et pour rebondir, euh, en vous écoutant, moi j'avais aussi une question à vous poser. Pourquoi, selon vous, l'histoire d'Haïti fascine-t-elle autant? Nos auditeurs ont souhaité avoir des épisodes sur l'histoire de ce pays. Quand on échange naturellement avec eux, cette thématique revient souvent. Euh, Quel est votre avis sur la question?
C'est-à-dire que je pense qu'Haïti est assez paradoxal, hein. La manière dont Mhm. les gens voient le pays, je pense que la plupart des gens, surtout les personnes afrodescendantes, voient la révolution haïtienne comme étant quelque chose qui dépasse de loin les frontières d'Haïti. D'ailleurs, si on regarde au niveau de la production savante sur Haïti, quel est le sujet qui retient beaucoup l'attention? Eh bien, c'est la révolution haïtienne, hein. C'est en raison des sources historiques qui sont quand même beaucoup plus abondantes pour cette période-là que d'autres, mais je pense aussi que c'est parce que la révolution haïtienne, c'est quelque chose qui a eu si on veut, des répercussions, des réverbérations qui ont de loin dépassé Haïti. Il y a quelque chose de très universel à la révolution haïtienne, hein. C'est une révolution où est-ce que des personnes qui étaient jusque-là considérées comme du bien meuble, hein, les esclaves, c'est une révolution qui mène des esclaves à devenir les maîtres d'un nouveau pays. Donc c'est quelque chose, je pense, que n'importe quelle personne afrodescendante qui est sensible aux questions reliées à l'esclavage et l'héritage de l'esclavage par la suite, je pense que la révolution haïtienne, pour ces personnes-là, c'est quelque chose qui, c'est un événement inédit. Et je veux dire, c'est la première fois, on le dit souvent, qu'un État est né d'une rébellion d'esclaves. Pas que d'esclaves, hein, c'est vraiment un projet, l'indépendance d'Haïti, qui a été menée autant par des anciens esclaves que parfois aussi des anciens maîtres d'esclaves, hein. Ce qu'on va appeler les anciens libres, des gens qui étaient libres avant le début de l'insurrection d'esclaves à Saint-Domingue. Ils vont vers les derniers épisodes de la révolution haïtienne. euh, si on veut entrer en alliance avec les nouveaux libres. Et c'est ce qui va permettre éventuellement d'avoir l'indépendance d'Haïti. Donc même l'histoire de l'indépendance d'Haïti, j'ai l'impression qu'elle n'est pas si bien comprise par le grand public. Mais ce qui reste en tout cas au niveau des symboles, c'est que c'est un symbole très fort Haïti pour cette émancipation des Noirs et aussi le fait que en décidant même d'appeler le nouveau pays Haïti et pas Saint-Domingue, c'est-à-dire Mhm. reprendre le nom taïno de l'île, reprendre le nom des populations autochtones qui avaient été, bon, on va dire qu'ils sont mortes à cause du choc microbien, mais on sait aussi que c'est parce que ces populations-là ont été massacrées aussi. De reprendre ce nom autochtone-là, je veux dire, il y a quelque chose de totalement anticolonial, hein, à l'indépendance même d'Haïti. Alors je pense que c'est une des raisons pourquoi ça résonne beaucoup pour les gens. Et à travers le temps aussi, on a vu l'importance qu'Haïti va avoir. Je pense au 19e siècle, tout le travail que vont faire certains intellectuels haïtiens. Et que même au 19e, quand on regarde Haïti, Haïti va, à une époque où le racisme scientifique, surtout vers la deuxième tranche du 19e, va devenir très important en Europe. On va voir plusieurs Haïtiens entrer dans des sociétés savantes et vraiment défendre non seulement Haïti, mais défendre la race noire de manière plus générale. Et donc, c'est quelque chose qu'on va voir les Haïtiens continuer à faire au XXe siècle. Et quand on pense à des mouvements qui vont être très importants pour les personnes noires, je pense par exemple au mouvement de la négritude, hein, qui est vraiment né pendant l'entre-deux-guerres, là on est au XXe siècle, l'importance symbolique qu'a Haïti pour Césaire et pour d'autres également. Donc Aimé Césaire, le grand poète martiniquais, la figure politique également. Moi, je ne suis pas tellement étonnée de cet intérêt qu'ont les gens pour Haïti, parce que je crois qu'Haïti est un symbole fort d'un signe très positif de qu'est-ce que c'est qu'être noir dans un monde où pendant très longtemps, tout ce qui était associé à l'être noir, à la personne noire, était forcément excessivement négatif. Donc je pense que c'est ça, c'est un symbole d'universalité, c'est un symbole de liberté. Mais je pense, comme je dis tantôt, il y a un peu une ambivalence dans la mesure où on va beaucoup chanter la gloire d'Haïti d'il y a longtemps, mais on va peut-être moins commenter sur l'actualité, hein, parce que là, c'est un peu plus difficile, parce que là, comment dirais-je, il y a toujours un petit peu ce sentiment comment dire, je pense qu'il y a des gens qui disent souvent qu'ils sont impuissants devant ce qui arrive en Haïti. Mhm. Alors, c'est un pays qui a une place très compliquée, autant dans l'imaginaire occidental, mais que dans l'imaginaire de personnes qui sont afrodescendantes. Mais je pense que de manière générale, euh, Haïti reste, comme je l'ai dit tantôt, un symbole d'émancipation, de liberté, mais aussi d'universalisme, parce que ce que les Haïtiens ont fait, c'est ce que la révolution haïtienne représente, en tout cas, c'était quelque chose qui n'était pas essentiellement uniquement pour les personnes afrodescendantes, mais c'était aussi, comme Dessalines le disait, un peu venger l'Amérique, hein, venger ces populations autochtones, comme je l'ai dit tantôt, qui avaient été un peu massacrées. Donc c'est assez quand même exceptionnel vu les circonstances aussi dans Mhm. lesquelles l'indépendance a été gagnée, de penser qu'un pays comme Haïti puisse exister encore aujourd'hui. Alors je pense que c'est un peu tout ça qui alimente l'intérêt. Mais aussi, je vais conclure là-dessus, le fait que je pense qu'il y a très peu de pays sur lesquels on a écrit autant de, comment dire ça poliment? Bon, disons qu'il y a beaucoup d'historiens du dimanche qui se sentent à l'aise d'écrire sur Haïti. Alors je pense que c'est ça aussi des fois qui nourrit Mhm. l'intérêt, c'est que les gens comprennent que c'est dur des fois de trouver de l'information, des trucs qui sont forcément véridiques, alors qu'on est un peu noyé dans beaucoup de n'importe quoi, si je peux me le permettre, lorsqu'on parle d'Haïti. Donc j'ai l'impression que c'est ça. Peut-être que vous avez une autre opinion sur pourquoi est-ce qu'il y a autant de fascination sur Haïti, mais moi je pense que c'est un peu tous les éléments que j'ai mentionnés tantôt.
Et lors de vos échanges, notamment avec de potentiels élèves, avec des chercheurs, avec les gens que vous rencontrez, comment vous voyez cet intérêt? Est-ce qu'il est palpable sur leurs émotions, sur leur posture, ou est-ce que tout au long de vos échanges, c'est un peu timide au vu aussi de la situation que vous avez d'Haïti que vous avez rappelé tout à l'heure? Je vous dirais que ça dépend énormément des gens avec qui je m'entretiens. Donc, si Mhm. je parle avec d'autres chercheurs qui travaillent sur Haïti, eh bien là, bien sûr, ils sont intéressés. Là, c'est-à-dire, c'est plus une question de est-ce qu'on est intéressé aux mêmes périodes historiques ou est-ce qu'on a la même vision, la même lecture de tel ou tel auteur qui est assez important dans notre champ. Mhm. Donc, il y a ça. Je vous dirais que quand je parle avec des étudiants, là aussi, ça dépend. J'ai commencé, le premier cours que j'ai enseigné à l'Université de Montréal, c'est un cours d'histoire des Caraïbes et ça m'a vraiment permis de voir que l'intérêt était variable pour beaucoup d'étudiants. Je pense qu'il y en avait qui étaient un peu choqués de découvrir, non seulement par rapport à l'histoire d'Haïti, mais par rapport à l'histoire des Caraïbes de manière générale, que bah, il y avait autant de choses à savoir, hein. Je pense que les gens Mhm. avaient peut-être l'impression que ouais, c'est les Caraïbes, c'est des plages, voilà, c'est assez relax. Et il y a Haïti qui est très pauvre. Donc, je pense que c'est ça l'image qu'ils ont. Et je crois qu'ils étaient un peu choqués de voir ah mais non, les gens, bah ouais, les Noirs, ils réfléchissent, hein, ils se posent des questions très complexes, leur situation, elle est très difficile très souvent, mais ils arrivent à travers tout ça à trouver à résister à toutes sortes de formes d'oppression, à trouver des moments de joie également. Donc je pense que ça, moi, je m'y attendais un petit peu, mais en même temps, c'est vrai que ça me choquait un peu de réaliser que, ah voilà, des fois, les étudiants ne réalisent pas qu'il faut autant s'investir dans un cours comme celui-là, comme ils l'auraient fait dans n'importe quel autre cours. Les Caraïbes ont une histoire tout aussi complexe que l'Europe ou d'autres régions du monde. Et ça, c'est pas quelque chose que tout le monde comprend systématiquement. Je dirais qu'avec d'autres collègues, ça va aussi dépendre. Il y a des collègues qui sont intéressés, comme il y en a d'autres qui sont toujours un peu tristes et parce qu'ils me disent, ah mais oui, c'est difficile en Haïti, hein. On ne peut pas y aller, hein, on ne peut pas faire grand-chose là-bas. Donc ça, c'est toujours un peu bizarre. Mais voilà, je pense que c'est très variable, là, ça dépend vraiment des personnes. Et après, je sais qu'il y a des gens, pas forcément, j'ai pas d'exemple de quoi que ce soit qui a été trop déplaisant, mais je sais qu'il y a des gens qui trouvent tout bonnement que c'est pas important, hein. Puisque je sais Mhm. que d'autres collègues qui travaillent sur des sujets de personnes marginalisées, hein, ou de régions dans le monde qui sont vues comme étant marginales. Mais j'ai jamais, tout comme quand j'étais jeune, j'ai jamais laissé ça devenir une obsession pour moi. J'ai toujours continué à faire ce que je ressentais qui était important. Donc voilà. D'accord. Et maintenant, on va rentrer un peu plus dans cette histoire. S'il fallait décrire cette histoire avec vos propres mots, euh, brièvement, vous diriez quoi? Sur l'histoire d'Haïti de manière générale, vous diriez quoi? Bah, moi, je dirais que la première chose à faire quand on veut comprendre l'histoire d'Haïti, en tout cas, ce serait d'être un peu moins complexé, hein. Je crois que ce qu'il faut retenir de l'histoire d'Haïti, c'est que c'est pas seulement une histoire de suite de tragédies, hein. J'ai l'impression que souvent, c'est un peu comme ça que les gens lisent l'histoire d'Haïti, même que j'ai l'impression que les gens lisent l'histoire d'Haïti à la lumière de la situation actuelle. Donc, ils essaient de prendre la situation actuelle et la forcer sur un passé et se rendent compte que ça fonctionne plus ou moins. Mais comme c'est Haïti, on dirait qu'ils se disent, ouais, mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de creuser plus loin, c'est qu'Haïti, hein. Un peu comme l'attitude que je décrivais tantôt d'étudiants d'être un peu surpris de tout ce qu'il fallait apprendre sur les Caraïbes. C'est un peu la même chose, et même, je dirais, c'est pire quand on parle d'Haïti. Donc, la première des choses, c'est que pour moi, l'histoire d'Haïti, ce n'est pas une suite de tragédies. Pour moi, non, ce n'est pas non plus une histoire seulement autour de la révolution haïtienne, de la guerre d'indépendance et de ces grandes figures historiques, hein. Donc, pour moi, l'histoire d'Haïti, c'est une histoire qui est tout aussi riche et tout aussi complexe que l'histoire de d'autres pays, mais c'est une histoire qui nous en dit beaucoup aussi sur le monde moderne dans lequel on vit, hein. Haïti, c'est vraiment un laboratoire pour comprendre comment des idées sur la race, comment des idées sur la formation étatique ont été développées, hein. Parce que je crois que des fois, on ne saisit pas à quel point est-ce que la tâche des nouveaux leaders haïtiens, elle était quand même assez colossale, hein. Je ne vais pas rentrer dans un discours héroïsant forcément, mais je pense que des fois, les gens oublient qu'il n'y a pas de précédent à Haïti, hein. Il n'y a pas d'autre pays qui est né dans ce contexte-là et qui est né d'une rébellion d'esclaves. Donc, de créer un État cohérent avec des populations qui jusque-là étaient quand même assez divisées, c'est quand même une tâche qui est très difficile. Et le faire dans un monde qui est très hostile à l'idée même d'une indépendance, qui n'est pas reconnue par qui que ce soit en plus en 1804. Donc ça rend la tâche encore plus difficile. Donc moi, ce que je pense, c'est que pour bien comprendre l'histoire d'Haïti, ce serait vraiment une question de ne pas la limiter dans ce discours, pardon, une autre alarme, dans ce discours de misère finalement qui est misérabiliste, mais aussi de sortir aussi d'un discours héroïsant. Donc pour moi, ce serait vraiment ça, l'histoire d'Haïti. Ce n'est pas une suite de tragédies, ce n'est pas qu'une histoire de misère, ce n'est pas qu'une histoire d'héros non plus, c'est une histoire qui demande de s'impliquer sérieusement pour la comprendre dans toute sa complexité, dans toutes ses nuances. Donc ce serait vraiment ça que j'aurais à dire.
Et donc, du coup, dans le monde dans lequel nous vivons, avec pas mal d'informations, avec des ressources également, quelles seraient les pistes aussi à avoir, sinon les bons réflexes à avoir pour pouvoir ne pas se cantonner à une certaine perspective de l'histoire d'Haïti, de ne pas la cloisonner, mais de voir aussi des perspectives différentes qu'on n'aurait pas vues de manière traditionnelle. Au niveau des ressources, c'est sûr que je pourrais vous donner une liste de livres qui seraient intéressants à lire. On pourra en discuter tantôt si vous voulez. Mhm, Mais pour être bien honnête, mon impression, c'est que le commun des mortels ne va pas forcément... genre, tout le monde n'a pas le temps à accorder plusieurs heures à lire des livres de 300 400 pages, des fois avec un langage universitaire qui peut être lourd, qui peut ne pas être super accessible. Donc moi, ce mhm, que je pense qui pourrait être une fenêtre intéressante, c'est des projets de vulgarisation. Donc vous avez des projets d'humanité numérique qui sont intéressants en ligne. Je pense, il y a un site web qui s'appelle Haiti Island Luminous. Je pourrais vous envoyer le lien si vous voulez plus tard. ok. Ça, je trouve que c'est une ressource qui est superbe. Donc, c'est un site qu'on peut naviguer et on clique à différents endroits et on a des petites vignettes sur des parties de l'histoire d'Haïti. Ça peut être très intéressant d'apprendre comme ça. On a aussi des suggestions de lecture sous cette page même. Donc, au lieu d'avoir une super longue liste de lecture, on a quelques suggestions de lecture ciblées sur un sujet qui nous intéresse. Au préalable, on a cliqué sur la page. Donc, ça peut Mhm, être intéressant, des projets d'humanité numérique comme ça. Et moi, j'encourage vraiment très vivement mes collègues historiens bon, et mes collègues dans d'autres disciplines aussi, à penser à l'importance de vulgariser leurs propos. Ce que vous faites ici, un podcast comme le vôtre, c'est très bien, c'est excellent. Je pense qu'il y a un grand besoin de ça parce que, oui, disons-le, c'est beaucoup plus facile d'écouter un podcast quand on prend une marche ou qu'on fait un peu d'exercice que mhm, de trouver une heure à tous les jours pendant une semaine pour lire un livre, par exemple, hein. Quand un sujet nous intéresse vraiment, on le fait. Mais de manière générale, je trouve que c'est beaucoup plus accessible utiliser des ressources comme ça, comme les podcasts. Un autre très bon podcast que j'aimerais vraiment recommander, c'est le podcast qui s'appelle Neg Marron. C'est par ok. Patrick Jean-Baptiste. Et lui, en fait, l'idée, c'était un peu de s'entretenir avec, si on veut, toutes les pratiquants de ce qu'on appelle les études haïtiennes. Donc, pendant quelques années, je crois au moins une fois par mois ou plus souvent, il y avait un nouveau podcast qui sortait et toutes les personnes qui travaillent dans ce qu'on appelle les études haïtiennes ou les Haitian Studies, on va être honnête, ça se fait surtout aux États-Unis ou en Mhm, Grande-Bretagne ou du moins dans le monde anglo-saxon. Et vraiment, ce sont des entrevues qui sont quand même... elles varient en termes de temps. Je pense que c'est en du 30 et voire du 1 heure et plus. Mais c'est hyper intéressant. On a vraiment un portrait des livres, par exemple, ou des articles qu'ont publiés ces auteurs-là, comment ils sont arrivés là, mais leur histoire personnelle aussi, comment ils sont arrivés à s'intéresser à Haïti, parce que tout le monde qui est interviewé n'est pas forcément haïtien. Et même si on est haïtien, vous l'avez vu comme dans mon cas, on n'arrive pas là comme ça à décider de faire de l'étude d'Haïti vraiment ce qui va devenir mhm, notre quotidien au niveau de notre formation professionnelle. Et donc, moi, je conseillerais beaucoup ça. Donc, les projets d'humanité numérique qui traitent d'Haïti, les mhm, podcasts, ça peut être une bonne porte ouverte. Et bien sûr, je vais jamais déconseiller la lecture de livres, absolument pas. Mais en même temps, je pense que je comprends que c'est vraiment un privilège pour moi et d'autres de pouvoir s'asseoir et de lire et de faire ça comme c'est notre travail, c'est notre emploi, on est censé le faire. mhm, Mais c'est pas quelque chose qui est forcément toujours accessible ou même intéressant, hein. Des fois, on est fatigué après une longue journée, c'est pas ce qu'on a envie de faire, mais on continue à s'intéresser à Haïti. Alors, je pense que mhm. ces autres avenues où est-ce que l'histoire, elle est plus approchable, parce qu'elle a été vulgarisée, c'est très bien et moi, j'encourage ça très vivement. Je sais pas si j'ai répondu à votre question en fait, mais Oui, oui, totalement, oui, totalement, oui, 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 totalement. Et j'avais envie d'enchaîner sur le fait que là, on parle de la façon de consommer l'histoire, la façon d'aller plus loin sur ses recherches, des recherches personnelles. Vous nous avez outillés sur des livres, sur des sites internet qu'on en partagera en lien de cette de description de cet épisode. Et moi, j'avais envie de savoir quelles sont les périodes qui ont marqué l'histoire haïtienne et pourquoi. Pourquoi? Sans rentrer pas forcément dans les détails, mais dans des masterclass, puisque ça représente aussi des sujets plus longs qu'un podcast tel que celui-ci. Mais quelles sont pour vous les périodes qui ont marqué l'histoire d'Haïti et pourquoi vous sélectionnez et vous vous basez aussi sur ces périodes? oui, c'est très intéressant. En fait, au niveau des périodes qui ont marqué l'histoire d'Haïti, je dirais que chaque période de son histoire, même avant même l'avènement de l'État en 1804, ont été marquantes. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut trouver des moments marquants autant
dans ce qu'on peut appeler l'époque coloniale espagnole, donc vraiment 1492 jusqu'à 1697 avec le traité de Ryswick, où est-ce que en fait la partie occidentale de l'île Hispaniola, l'île en tant que telle, va être cédée à la France, et c'est ce qui va devenir cette partie de l'île-là, Saint-Domingue, ce qui sera ensuite Haïti. Donc on peut déjà trouver des trucs importants là-dessus, comme je ne vais pas trop m'étaler ou faire un cours complet d'histoire de Mhm. 1492 à maintenant, je dirais que ben, si on regarde moi, je dirais que si on commence à partir de 1700... Non, disons qu'on commence en 1797, donc avec le traité de Ryswick, comme j'ai dit tantôt, donc le début de la colonisation française, et qu'on se rend jusqu'à environ 1986. On a plusieurs... 1986 étant la chute de la dynastie du Valier, on a plusieurs moments marquants. Pour ce qui est de l'époque, c'est même pas encore l'époque coloniale française, un peu avant l'époque coloniale française, Mhm. 1685, une date qui est assez marquante, c'est le moment où va être promulgué, ou en tout cas va être publié l'édit royal de mars de 1685, pardon. En fait, c'est le fameux Code noir. Je le mentionne parce que en fait, c'est quelque chose qui précède de Saint-Domingue, qui précède Haïti, parce que des fois, les gens, je pense qu'ils oublient que la France, elle était quand même déjà en Guadeloupe, en Martinique à cette époque-là. C'est un document qui est très important. Je sais pas, vous vous rappelez peut-être tantôt, j'ai parlé de comment est-ce que, avec la Révolution haïtienne, on passe de les esclaves étant du bien meuble à un nouvel État, où est-ce que le Mhm. bien meuble devient chef, vraiment leader de cette nouvelle nation. Bien, cette idée de bien meuble-là, je l'apprends du Code noir, hein, qui devait être en fait un document pour régulariser les relations entre maîtres et leurs esclaves, mais en fait, qui c'était un document qui servait surtout à, à- à vraiment asseoir les bornes de ce à quoi allait ressembler l'esclavage dans les Antilles notamment, et à Saint-Domingue aussi. Donc c'est une date assez importante, 785 pour ça. Je dirais ensuite, l'autre moment très important, ce serait vraiment toute cette période, je dirais, de 1789 à 1804. Donc ce serait la période révolutionnaire. Moi, je commence souvent au niveau de la périodisation à 1789 et pas 1791, contrairement à ce que beaucoup de mes collègues font. Ça, c'est un sujet à débat. Rapidement, la raison pourquoi j'insiste là-dessus, c'est que je pense que pour bien comprendre la Révolution haïtienne, il faut comprendre la Révolution française aussi. C'est quand même le contexte plus large qui nous amène à la Révolution haïtienne. Et si on veut comprendre aussi l'abolition de l'esclavage à Saint-Domingue, il faut comprendre que même si l'esclavage est d'abord aboli par la Convention nationale en 1794, l'esclavage est aboli quand même plusieurs mois avant, graduellement à partir de août 1793 à Saint-Domingue. Et ça, c'est dans le contexte de commissaires français qui sont à Saint-Domingue qui, eux, vont abolir l'esclavage. Pourquoi est-ce qu'ils sont là? Ben, dans le contexte de la fameuse Révolution française. Donc, c'est plus compliqué que ça. Je n'ai pas le temps de trop m'étaler là-dessus. Mais Mhm. je pense que c'est vraiment important, si on veut bien comprendre la Révolution haïtienne, de comprendre que avant même l'insurrection des esclaves en août 1789, dans 1791, pardon, dans le nord de Saint-Domingue, tout ça a quand même été précédé par plusieurs mois, voire 2 ans, d'insurrection à Saint-Domingue, notamment les populations blanches et les libres de couleur. Donc ça précède l'insurrection des esclaves, et ça montre à quel point est-ce que les tensions sont très hautes à Saint-Domingue quand débute l'insurrection en août 1791. Donc pour moi, c'est important d'entrer dans cette périodisation-là, les événements qui se produisent en Europe, qui ont un impact direct dans ce qui se produit à Saint-Domingue, et vice-versa, hein. On peut se demander, est-ce que l'esclavage aurait vraiment été aboli en 1794 dans l'ensemble de l'Empire français s'il n'avait pas déjà été aboli à Saint-Domingue quelques mois plus tôt? C'est un débat historiographique, je ne rentrerai pas là-dedans. Je sais que j'ai des collègues français qui Mhm. ne sont pas d'accord avec ma lecture de la situation, mais moi je pense Mhm. sincèrement que pour bien comprendre la première abolition de l'esclavage, dont on ne parle pas assez, je crois, en France, en 1794, il faut comprendre les événements de Saint-Domingue, et pour comprendre les événements de Saint-Domingue, il faut comprendre les événements en France aussi. Donc ensuite, si on regarde pour le 19e siècle, bien sûr, 1804, hein, l'indépendance, hein, c'est très important. Il y a d'autres Mhm. dates assez marquantes au 19e siècle. Moi, je retiens par exemple 1805. 1805, c'est la première constitution en Haïti. C'est la constitution impériale de Jean-Jacques Dessalines. Donc, c'est vrai qu'il y a une constitution qui l'a précédée en 1801, une constitution par son ouverture, mais son ouverture n'a jamais déclaré l'indépendance. Bon, il a fait presque tout sauf ça, mais dans les faits, la première constitution de l'État nouvellement indépendant, même si l'indépendance n'est pas reconnue à cette époque-là par la France, c'est la constitution de 1805. C'est une constitution qui est assez importante. Je ne vais pas la regarder dans tous les détails, mais un des articles qu'on retient beaucoup, c'est celui qui mentionne qu'en fait, tous les habitants d'Haïti sont noirs. Et ça, c'est quelque chose qui a beaucoup retenu l'attention des historiens parce que jusqu'ici, pendant très longtemps, être noir était vu comme quelque chose de très péjoratif, alors que là, en fait, d'être noir,
le facteur, l'ancrage même de la citoyenneté. Donc c'est vraiment aussi un revirement de la manière dont le monde noir avait été compris à l'époque coloniale et la manière dont il va être compris aussi pour le reste du 19e siècle. Donc il y a d'autres éléments très importants et intéressants de cette constitution-là. Je ne vais pas forcément m'étaler dessus, mais je pense que 1805, c'est une date aussi importante, surtout quand on sait que à peine un an plus tard, en 1806, Dessalines est assassiné et qu'éventuellement on se retrouve dans une guerre civile entre son héritier, Henri-Christophe, et aussi Alexandre Pétion, au point où on aura deux Haïti à partir de 1807 et à partir de 1811, dans le nord avec Henri-Christophe, on aura un royaume et dans le sud, on aura une république avec Pétion. Donc le 19e siècle il est assez, je dirais, il y a plusieurs fractures assez importantes. Et justement, le fait qu'on passe d'un empire à un royaume, à une république, je pense que pendant longtemps, les historiens ont lu ça comme étant la preuve de, si on veut, cette instabilité haïtienne, hein, cette impossibilité de trouver une structure étatique qui était Mhm. cohérente. Moi, je le lis surtout comme, ben, on est dans un contexte au 19e siècle où, encore une fois, on a une indépendance qui n'est pas reconnue, hein. On est devant une tâche très difficile, comme je l'ai dit, des nouveaux dirigeants. Et pour moi, la manière dont on essaie de bricoler quelque chose avec différents types de régimes, c'est justement un effort de créer un État, hein, dans des circonstances qui sont assez particulières et difficiles. Donc moi, je vois pas ça comme étant irrationnel, je vois ça comme étant en fait du pragmatisme de la part de ces nouveaux dirigeants haïtiens qui veulent absolument maintenir cette indépendance qui a été gagnée très durement et qui essaient de créer un État dans ces circonstances-là. Donc une autre date qui pourrait être intéressante à retenir pour le 19e, ce serait 1822. Avec, du côté haïtien, on va appeler ça l'annexion de la République dominicaine. Du côté dominicain, on va appeler ça l'invasion haïtienne, hein. Des deux côtés d'Hispaniola, ça porte un nom différent. C'est assez important. Boyer, une fois que Alexandre Pétion est décédé en 1818, il devient président de la République. Lorsque Christophe se suicide en 1820, il va réunir les deux Haïtis, donc à la fois la République et le Royaume, pour former une seule Haïti. 2 ans plus tard, il va réunir l'ensemble de l'île. Il va diriger essentiellement jusqu'à 1843. Et éventuellement, en 1844, la République dominicaine va demander son indépendance d'Haïti. Il y a aussi 1825, hein, qui est une date très importante pour les Haïtiens. On fête d'ailleurs cette année le 200e anniversaire de l'indemnité, cette fameuse indemnité de 150 millions de francs qui avait été demandée à Haïti pour la reconnaissance de son indépendance. Et quand on regarde aussi le document, l'ordonnance de Charles X, qui était le roi à l'époque, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'on ne mentionne jamais Haïti. On dit bien la colonie, l'ancienne colonie française de Saint-Domingue. On ne va jamais dire Haïti. Donc, jusqu'au dernier moment, ça fait difficulté à accepter ça. Je dirais qu'après Boyer, on a un 19e siècle qui est un peu plus mouvementé, peut-être avec l'exception de euh, Faustin Soulouque, Fabre et également, je dirais Salomon. Je dirais qu'on a plusieurs leaders qui se succèdent, surtout vers la fin du 19e. C'est une période beaucoup plus marquée par l'instabilité. Et ça nous amène, je dirais, au 20e siècle. Avant ça, j'aimerais peut-être faire un petit bond en arrière, pas tant pour insister sur des dates, mais pour insister sur deux figures. Je pense notamment à un ténor Firmin et à Louis-Joseph Janvier. Je parlais tantôt de comment est-ce qu'au niveau le symbole qu'Haïti va représenter au XXe siècle, ben, ces figures qui vont beaucoup défendre l'indépendance d'Haïti, qui vont beaucoup défendre la race noire, des figures très importantes qui vont sortir de ce mouvement-là, c'est des figures comme justement Monseigneur Firmin, qui va écrire De l'égalité des races, en réponse au livre d'Arthur de Gobineau sur l'inégalité des races humaines. Et ça, c'est un ouvrage très important au milieu, vers la seconde tranche du 19e siècle, qui traitait justement du fait qu'il y avait des différences inhérentes entre les différentes races de personnes. Il ne faut pas oublier qu'on est à l'époque d'une colonisation de l'Afrique et de l'Asie également, et qu'on justifie toutes les missions civilisatrices des Européens par cette idée que en fait, la race blanche est supérieure aux autres races. Donc, Antonin Firmin va faire un travail qui aujourd'hui nous semble un peu évident, mais qui à l'époque demandait quand même beaucoup d'audace, de vraiment démanteler ce mythe des différences de race et surtout de démanteler cette idée que la race noire était vraiment une race qui était inférieure sur tous les plans, au niveau cognitif, au niveau esthétique, tout ce que vous voulez. Donc, c'est un ouvrage qui est assez important. J'ai mentionné aussi Louis-Joseph Janvier parce que je pense qu'on ne lui envoie pas assez ses fleurs. C'est un contemporain de Antonin Firmin qui lui aussi faisait essentiellement la même chose, qui défendait la race noire, mais aussi et ça nous amène à la question d'occupation américaine, qui est un très bon observateur de son époque, hein, qui voyait bien que l'État haïtien devenait de plus en plus fragile à cause de guerres intestines, mais aussi à cause du fait qu'en raison de ces guerres intestines, de plus en plus d'étrangers commençaient à avoir un poids très important dans la politique
domestique d'Haïti. Et pour lui, c'est un vrai problème au niveau du maintien finalement de l'indépendance haïtienne, du maintien le mot m'échappe, mais indépendance suffira, mais voilà. Donc, Mhm. Louis-Georges Janvier est une autre figure très importante et comme je l'ai dit, ça nous amène au XXe siècle avec l'occupation américaine, donc 1915 à 1934, donc 19 ans d'occupation. Je pense qu'on n'a pas encore fini de parler de l'impact de l'occupation américaine, à mon avis, parce que vraiment son impact va perdurer sur le reste de l'histoire du pays. C'est-à-dire que pour moi, on ne peut pas parler, par exemple, de l'époque actuelle sans parler de l'impact de l'ère Duvalier, et on ne peut pas parler de l'ère Duvalier sans parler de l'occupation américaine. Donc pour moi, l'occupation américaine, ça crée vraiment un peu une fracture. Et après tout, c'est vraiment la fin de 111 ans de souveraineté, hein. C'est-à-dire qu'en 1915, les Américains prennent le contrôle essentiellement d'Haïti. Et c'est une occupation qui, au départ, était présentée comme étant un exemple de la générosité américaine, hein. C'est-à-dire qu'on a un président haïtien, Philippe Guillaume Sam, qui est assassiné, qui est démembré. C'est assez macabre, l'épisode. Les Américains, eux, interviennent immédiatement parce qu'essentiellement, ils étaient déjà plus ou moins au bord d'Haïti, pour reprendre le contrôle, pour empêcher finalement qu'on tombe dans l'anarchie. Et c'est eux qui, pendant l'ensemble de l'occupation, qui vont décider de qui sera président d'Haïti, ils vont reprendre un contrôle des finances haïtiennes, vont quand même participer à plusieurs projets qui vont aider au niveau de l'infrastructure, mais essentiellement très souvent forçant les Haïtiens à travailler en ravivant la corvée, qui n'avait pas vraiment existé depuis le 19e. Et donc, au-delà de tout ça, moi, ce que je pense que l'occupation américaine, pardon, a surtout fait, c'est raviver la fameuse question de couleur, hein, cette fameuse division entre une élite noire et une élite, vous me permettrez le mot mulâtre, je sais que c'est un mot qui n'est pas toujours très apprécié dans plusieurs milieux, mais si on Mhm. parle d'Haïti, que sur le niveau historique ou historiographique, il faut dire le mot mulâtre, c'est le mot qui est utilisé. Mhm. Bien, les Américains, pourquoi est-ce qu'ils sont importants dans cette conversation-là? C'est que les Américains vont vraiment faire le choix au niveau de la classe politique haïtienne de favoriser la présidence de personnes qui seraient considérées comme des mulâtres, ou du moins qui sont très claires de peau, au détriment de personnes qui seraient un peu plus foncées, hein. Même quand on regarde la fonction publique, c'est pas qu'il n'y avait pas du tout de noirs pendant que les Américains étaient là, mais il y avait définitivement du favoritisme. Définitivement, les Américains se sont rendus compte qu'il y avait une division entre une élite noire et une élite mulâtre, et n'ont pas hésité à un peu utiliser ça, si on veut, à leur avantage, hein, à raviver cette flamme-là qui, bien sûr, n'est pas née de l'occupation, hein. Genre, la question de couleur, c'est quelque chose, si on veut, qui se dessine déjà à l'époque coloniale, Mhm. qui poursuit au lendemain de l'indépendance d'Haïti et qui vraiment, je dirais qu'il y a certains historiens, je pense à David Nichols, qui a été beaucoup critiqué pour ça, mais qui a écrit un livre assez important qui s'appelle From Dessalines to Duvalier, où est-ce que vraiment il lit toute l'histoire d'Haïti, hein, comme le fil conducteur de l'histoire d'Haïti, c'est la question de couleur, cette division entre ces deux élites-là. C'est peut-être un projet réducteur, je dirais, jusqu'à un certain point. Je pense que l'histoire d'Haïti, ce n'est pas que cette division de ces deux élites, mais c'est vrai que cette division-là, elle est très importante et qu'elle va être un moteur de beaucoup d'agitation dans l'histoire du pays. Donc l'occupation américaine, elle va vraiment servir à raviver tout ça. Et dans le contexte de l'occupation américaine, vous avez différents mouvements qui vont naître. Je pense au mouvement indigéniste, je pense au mouvement noiriste aussi, dans lequel on peut inscrire l'action et la pensée intellectuelle de Duvalier, qui vont naître du contexte de l'occupation et de la fin de l'occupation. Donc, quand je vous dis que c'est quelque chose c'est un moment qui est très important, ces 19 années, pour comprendre le reste du XXe siècle haïtien et même, je voudrais comprendre Haïti aujourd'hui, je ne pense pas que j'exagère. Donc, c'est un moment assez important. Une autre date qui sera importante, ce serait 1946. 1946, en fait, c'est une année qui commence par ce qu'on va appeler la deuxième révolution haïtienne, ou les cinq glorieuses. Ce sont 5 jours où il y aura un mouvement étudiant qui va devenir un mouvement un peu plus large à Port-au-Prince, qui va éventuellement chasser du pouvoir Élie Lescaut, le président de l'époque, qui était vu comme étant un président qui pratiquait ouvertement de la discrimination, par exemple, envers les personnes noires. Donc, quand on regarde l'appareil politique à l'époque, contrairement à d'autres présidents mulattes qui ont quand même essayé des fois, je pense à Stéphane Vincent, de trouver un peu un équilibre entre les Noirs et les mulattes, l'ILESCO. Certains diront que l'histoire a été injuste envers lui, mais en tout cas, ce qui est retenu, c'est que c'est un président qui était ouvertement, disons-le, un peu raciste, hein, avec peut-être un peu de préjugés envers les personnes qui étaient noires. Et donc, le mouvement étudiant qui va s'ouvrir contre l'ESCO ne va pas être centré forcément sur la question de couleur. L'ESCO va être vu comme un pion des Américains, hein, parce que l'occupation, elle est terminée quand il est nommé président en 41, et pourtant, il est vraiment dans le camp américain. Alors, la génération de 46 est une génération post-Seconde Guerre mondiale. On a beaucoup de jeunes qui sont très à la gauche et qui l'affirment aussi. Et donc, on appelle ça les Cinq Glorieuses parce qu'en fait, l'ESCO quitte le pouvoir. Ça se fait quand même sans trop de violence, hein.
contrairement à comment on sait que l'histoire d'Haïti, comment les événements politiques ont tendance à se produire. Et Mhm. donc, il quitte le pouvoir et éventuellement, entre le départ de l'ESCO et l'élection de Dumarsais estimée à la fin de l'année, je voudrais que vous avez quelques mois vraiment de bouillonnement en Haïti, où est-ce que vous avez toutes sortes de nouveaux partis politiques et où est-ce qu'il y a un enthousiasme au niveau de la jeunesse pour repenser Haïti différemment. Malheureusement, les choses vont prendre un autre cours et bon, Dumarsais Estimé sera élu en août de 46, c'est un événement qui est très important. Dumarsais Estimé, ce sera le premier président noir d'Haïti depuis l'occupation américaine. Donc, de 15 à 46, il n'y avait pas eu de président noir avant lui et c'est un des premiers présidents noirs qui ne venait pas du milieu militaire, donc il ne venait pas de cette élite noire-là traditionnelle qu'on avait bien connue. Donc, un autre événement qui est assez important, bien sûr, je pourrais en dire plus sur 46, mais je vais continuer. Il y a Mhm. bien sûr la période des Duvaliers de 57 à 86. Ça, je pourrais dire beaucoup de choses là-dessus, mais je pense que Mhm. on comprend que cette dictature-là a été très, très, très violente et qu'elle a marqué durablement Haïti. Donc voilà, au niveau de repères, ce que j'ai mentionné ici, il me semble que c'est des repères assez, euh, pas forcément complets, mais ce sont des repères importants pour comprendre le développement, l'histoire d'Haïti pendant, notamment surtout ces 2 siècles d'existence comme entité nationale. Donc voilà, j'espère en tout cas que j'ai répondu à la question. Je ne sais pas si je suis un peu partie dans tous les sens là, mais pour moi c'était clair, mais je ne sais pas si ça. Oui, oui, c'était très clair, c'était très clair. Petite pause pour te dire que ton guide sur la culture haïtienne est en ligne. Tu souhaites aller plus loin et découvrir les plats locaux, l'histoire, le patrimoine, les traditions haïtiennes? Procure-toi ton guide dès maintenant. Le lien est en descriptif de cet épisode. Belle écoute! Et j'avais une question à vous répondre pour rebondir sur vos propos. Vous avez cité pas mal de personnages qui sont entrés en jeu dans l'histoire d'Haïti. Est-ce qu'il y a une femme à un moment donné, lors de vos études, lors de vos recherches, lors aussi de vos enseignements, est-ce qu'il y a une femme qui a retenu votre attention dans toute cette période historique, dans toutes ces périodes historiques, qui a retenu votre attention de par ses qualités, de par son courage, et qui fait que lors de vos enseignements, vous ne pouvez pas passer sans parler, expliquer et donner le nom et l'histoire d'une femme haïtienne. Je dirais que oui, il y a beaucoup de femmes, il y a quelques femmes, je suis plus honnête, qui ont même mon apprentissage. Je dirais que des fois, ce sont moins des femmes qui ont été des actrices historiques et des fois, ça a plus été des femmes qui ont été des chercheuses, en fait. Mais si je dois nommer quelques personnalités historiques qui m'ont beaucoup marqué, intéressée, il y a les sœurs Sylvain. Les sœurs Sylvain, ce sont les filles de Georges Sylvain. Georges Sylvain, c'était le frère de Benito Sylvain. Vous vous rappelez peut-être tantôt, j'avais parlé dans Ténor Firmin, j'avais parlé de Louis-Joseph Janvier. Mhm. Un homme qui est un peu plus jeune qu'eux, donc pas exactement leur contemporain, mais presque, c'était Benito Sylvain, qui lui a été très important dans tout le mouvement de panafricanisme, qui est vraiment né vers la fin du 19e siècle. Et donc, pourquoi est-ce que je mentionne Georges et son frère Benito? C'est parce que les sœurs Sylvain viennent de cette famille assez importante. Il y a Suzanne Sylvain, il y a Madeleine Sylvain. Je ne veux pas confondre leurs deux histoires ensemble, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que toute cette famille-là va être prodigieuse. On aura des écrivains, on aura des médecins, et ces deux femmes-là, elles vont beaucoup travailler à mettre en place avec d'autres les premières organisations féministes en Haïti. Mais il me semble que le nom, c'était la Ligue d'action sociale féminine. Est-ce que je me trompe? Est-ce que je peux faire une recherche rapidement? Oui, Ligue oui, totalement. d'action sociale féminine. Ah non, c'est Ligue féminine d'action sociale. Ok, je l'avais presque. J'avais tous les éléments, mais pas dans le bon ordre. Donc oui, elle est née en 1934, hein, au lendemain de l'occupation américaine, et les sœurs Sylvain ont beaucoup travaillé au sein de cette association-là, ont beaucoup travaillé pour le suffrage des femmes en Haïti et même pour le suffrage universel. Et je vous dirais que en fait, c'est-à-dire que si vous vous intéressez aux féministes haïtiens, vous les connaissez, mais j'ai pas l'impression que ce soit les sœurs Sylvain, que ce soit la Ligue même d'action, la Ligue féminine, pardon, d'action sociale, j'ai pas l'impression que c'est très Mhm. connu forcément en Haïti, parce que, et j'en parlais tantôt en parlant de ma prochaine figure qui m'a beaucoup marqué, entre autres, je pense à cause de ce que la dictature du Duvalier a fait en Haïti, hein. On a quand même eu presque 30 ans où est-ce que l'existence en tant que citoyen et citoyenne n'était plus, hein. La parole était complètement enlevée autant aux femmes qu'aux hommes, mais aux femmes de manière très spécifiquement violente. Et donc,
pour moi, ce sont des figures qui sont intéressantes parce que même si qu'elle venait d'un milieu bourgeois, et peut-être en raison du fait qu'elle vient d'un milieu bourgeois, elle s'intéressait vraiment aux questions qui touchaient les femmes de toutes les classes sociales. Elle comprenait le privilège de leur Mhm. position et ont vraiment essayé d'utiliser ce privilège-là pour, pour le bien commun, pour le bien des femmes. J'ai dit tantôt Suzanne, je pense plutôt que je pensais à Yvonne, Yvonne Sylvain et Madeleine Sylvain. Et donc, une va devenir la première anthropologue en Haïti, anthropologue avec un doctorat et tout, et l'autre va devenir une des premières médecins haïtiennes. Au-delà de ça, une autre figure qui était contemporaine, peut-être pas au niveau de l'âge, mais contemporaine au niveau des luttes en Haïti. Donc là, je vous parle vraiment d'Haïti. On parle d'Haïti des années 30, 40 et 50. Yvonne Hakim Rimpel. C'est quelqu'un dont on ne parle pas assez, à mon avis. C'était une féministe, elle aussi, qui faisait partie des premières membres de la Ligue féminine d'action sociale. Mais c'était aussi quelqu'un qui avait tenu tête à Duvalier. Pendant l'élection de 57, il me semble qu'elle se soit surtout associée à Louis Desjoie, qui était l'autre grand adversaire de Duvalier, qui était le mulâtre, industrialiste et tout ça. Et en fait, Yvonne Hakim Rimpel avait fait, si on veut, l'erreur de continuer, après l'élection du Duvalier en septembre 57, de continuer à... En fait, elle était très... elle n'était pas convaincue que Duvalier avait vraiment gagné l'élection de manière, si on veut, démocratique, et avait continué à critiquer Duvalier après son élection. Et donc, en janvier 58, elle avait reçu pendant une nuit comme ça, elle a reçu une visite d'hommes dans sa maison. Elle a été amenée dans un lieu non dévoilé où est-ce que on pense bien qu'elle a été victime d'un viol collectif à ce moment-là. Et ça, c'est un événement qui est très violent, qui est très marquant, et je ne le mentionne pas pour rien. Je le mentionne pourquoi? Parce que pour beaucoup, la dictature de Duvalier va marquer un moment très spécifique dans l'histoire d'Haïti où est-ce que, contrairement à avant, où est-ce que les femmes haïtiennes n'étaient pas vues comme des actrices politiques, là, elles seront non seulement vues comme des actrices politiques, mais elles seront vues aussi comme, euh, en fait, un moyen pour le pouvoir du valériste d'exercer sa violence sur les gens. C'est-à-dire que, par exemple, si vous étiez un homme et que vous étiez arrêté, si on allait vous arrêter chez vous, votre femme et votre fille étaient là, ben, elles y passaient, elles aussi. Si vous étiez une femme, vous étiez arrêté, vous étiez presque systématiquement toujours violé. Ce sont des sujets qui sont encore très tabous, dont les Haïtiens ne parlent pas assez. Et malheureusement, les personnes qui ont été autant témoins que victimes, cette époque-là, malheureusement, non seulement n'ont pas reçu de soutien et d'appui par les gouvernements haïtiens post-Duvalier, mais même aujourd'hui, ce sont des sujets qui sont très difficiles à entendre. Et au niveau éthique, c'est dur aussi de poser des questions comme ça à des femmes qui aujourd'hui seraient quand même assez âgées. Mais en plus, on commence à perdre avec le temps, si on veut, ces témoins oculaires de cette époque-là, hein, parce que la dictature s'est terminée en 86. Ceux qui ont vécu des événements très violents dans fin des années 50, début des années 60, beaucoup d'entre eux et elles ne sont plus avec nous aujourd'hui. Donc, Yvonne Hakim Rimpel, j'ai discuté avec des gens qui m'ont vraiment dit que pour eux, ça a été leur éveil. C'est à partir de là qu'ils se sont rendus compte que, oh mon Dieu, le duvalierisme, c'est pas une blague. Ce ne sera pas un gouvernement dictatorial comme les autres. Donc, ce ne sera pas juste une question si on veut, de parole qui sera limitée dans l'espace public ou d'attaque contre la presse. Ce sera une attaque systématique sur le corps des femmes. Hein. C'est sur le corps des femmes que le duvalierisme va vraiment montrer toute sa puissance et son pouvoir. Pas que sur le corps des femmes, mais on le sait, la violence envers les femmes, elle a un caractère sexuel qui est très particulier. Donc, pour moi, c'est une figure qui est importante. Et bon, c'est la première année que je vais donner mon cours d'histoire d'Haïti, donc la première fois que je vais discuter tout ça avec mes étudiants. Et moi, une des choses que je veux faire, c'est insister beaucoup sur ce que Yvonne Hakim Rappel a pu faire comme journaliste, qu'elle a pu faire au niveau de son militantisme, et de ne pas faire de son histoire uniquement une histoire de violence envers les femmes, mais de quand même reconnaître que c'est quelque chose qui va être important et que, comme je l'ai dit tantôt, va être un éveil pour certaines personnes. J'ai parlé à des gens qui m'ont dit que c'est là, quand elles ont découvert cette histoire-là, bien des années plus tard, qu'elles sont devenues féministes, parce que ça leur a rappelé des événements qui se sont produits dans leur propre famille ou des histoires qu'elles avaient entendues. Donc pour moi, il y a certainement beaucoup de femmes qui sont importantes dans l'histoire d'Haïti. Je pourrais vous donner des suggestions de livres tantôt. Mais rapidement, un que j'aimerais vraiment beaucoup mentionner, ou du moins le travail d'une historienne qui est américaine, mais qui a beaucoup travaillé sur les Haïtiennes, c'est Grace Sanders. Elle a écrit un livre qui est sorti, il me semble, l'an dernier, qui est basé en partie sur sa thèse de doctorat, où est-ce que justement elle s'intéresse à la Ligue féminine d'action sociale et aussi au militantisme des femmes haïtiennes à Montréal. Et en fait, un de ses arguments qu'elle avance dans son livre, dans sa thèse plutôt, pas tant dans son livre, c'est que une raison qui explique pourquoi beaucoup de femmes, de jeunes filles, de bonnes familles haïtiennes ont quitté Haïti au début de l'époque des Duvaliers, c'est à cause de la peur du viol. Hein. La peur du viol était tellement devenue omniprésente que beaucoup de familles ont préféré que leurs filles migrent ailleurs pour ne pas être en Haïti, pour ne pas finalement se trouver dans des situations compromettantes.
ou des fois, comme je l'ai dit tantôt, hein, des fois vous faites rien, hein, vous faites juste exister, mais votre frère, il est accusé d'être communiste, il se fait arrêter et voilà, vous y passez. Donc, elle a fait un travail, Grace Hanneux, qui est assez extraordinaire. Elle n'est pas la seule. Je ne sais pas si vous connaissez Sabine Lamour, qui fait du travail vraiment excellent, plus en sociologie qu'en histoire, mais même à là, elle touche à beaucoup de sujets historiques aussi. Je pourrais vous la mettre là dans mes suggestions de lecture. Mhm. Donc, pourquoi est-ce que je mentionne tout ça? C'est pour dire que pendant très longtemps, en fait, on ne s'est pas beaucoup intéressé aux femmes haïtiennes. On va vous parler peut-être de Catherine Flon et du drapeau, mais c'est tout. Les femmes, elles disparaissent après. Elles ont fait quelque chose de bien Mhm. le jour où il fallait créer le drapeau, mais ensuite, elles sont vraiment des citoyennes de second ordre et on n'est pas gêné. Je pense que la société haïtienne, elle a beau être matrifocale, elle reste quand même très patriarcale. Ça, c'est pas assez dit. Je pense que parce que les gens confondent le fait que les familles sont matrifocales avec le fait que la société, elle, elle reste patriarcale. Parce que j'entends souvent les gens dire, ah mais non, il y a l'égalité, les femmes elles sont très importantes dans la société haïtienne. Je suis comme, c'est beaucoup plus compliqué et nuancé que ça. Mais Ouais. donc voilà, j'espère que ce que j'aurais dit ici vous montre un petit peu comment est-ce que je suis certainement sensible et j'ai de l'intérêt pour ça. Mais j'hérite en fait d'une situation historique où est-ce que pendant très longtemps on ne s'est pas assez intéressé non seulement au vécu des femmes, mais au travail des femmes aussi qui étaient des intellectuelles, parce qu'il y en a certainement eu, hein. Donc voilà, j'espère que ça répond Mhm. à la question. Totalement, totalement. Et j'avais envie de continuer. S'il fallait citer un lieu en Haïti qui incarne pour vous l'histoire de ce pays, on a parlé de personnages précédemment, on a parlé de dates historiques, de périodes, mais s'il fallait citer un lieu qui incarne ou qui incarnerait potentiellement l'histoire d'Haïti, ce serait lequel à vos yeux? Moi, je dirais sûrement le Palais sans souci. Le Palais sans souci, qui est dans le nord d'Haïti, à Milo, en fait, à Milo, pardon, c'est un palais qui avait été construit par Henri Christophe. Je parlais tantôt Henri Christophe qui était le roi d'Haïti, donc de 1811 à 1820. Et c'est un palais qui devait rivaliser avec Sans Souci en Europe, hein. C'est un palais qui devait impressionner les visiteurs européens, parce qu'on est à une époque où est-ce que Haïti son indépendance n'est pas encore reconnue par la France, mais les leaders haïtiens essaient quand même de développer des relations diplomatiques avec différentes puissances, notamment l'Angleterre, qui est une puissance mondiale à l'époque, bien sûr, mais aussi qui est la grande rivale de la France. Alors, Henri-Christophe va inviter beaucoup d'Anglais à venir à sa cour pour voir son palais notamment. Il va aussi inviter toutes sortes de personnes qui viennent de Prusse, qui va devenir éventuellement l'Allemagne, à ce palais-là. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce palais-là? Parce qu'en fait, aujourd'hui, ce sont des ruines. Ce sont des ruines qui n'ont pas été maintenues du tout par l'État haïtien, parce que la dernière fois qu'il y a eu des rénovations, ça devait être dans les années 80, et je ne suis même pas certaine qu'il y a eu des rénovations, je pense qu'il y avait eu un désir, en tout cas, une mention qu'il y aurait des rénovations, ça n'a pas été fait. Bon, on va pas se le cacher, le fait qu'Haïti est un État qui est à la fois faible et pauvre et dépendant, en fait, de l'aide étrangère à un stade où oui, c'est embarrassant jusqu'à un certain point. Bien, c'est un palais qui n'a pas été rénové, mais je pense qu'il y a quelque chose même dans les ruines que je trouve intéressant. Il y a une métaphore un petit peu, hein, parce qu'on peut, quand on lit sur le palais sans souci, s'imaginer ce à quoi il devait ressembler au début du 19e, et quand on le voit aujourd'hui, je pense que c'est presque comme si que ça nous dit quelque chose sur Haïti. Je ne sais pas si c'est quelque chose de beau ou de pas très beau, mais pour moi, c'est un symbole fort, ce palais-là, parce que pour ce que ça devait représenter, à l'époque, ce génie, ce pouvoir, cette capacité de personnes noires, ce refus de redevenir une colonie française, et parce que certainement à l'époque, il y a un désir du point de vue de la France d'éventuellement reprendre possession de Saint-Domingue, parce qu'on ne reconnaît pas l'indépendance d'Haïti. Ben, il y a un refus total, autant chez Christophe, avec son royaume, qu'avec Pétion, avec sa république, de redevenir finalement une colonie française. Et le palais devait justement montrer ce que Christophe, ce que le royaume du Nord était capable de faire. Et aujourd'hui, comme j'ai dit, on est dans des ruines, on est dans quelque chose qui n'a pas été rénové, on est quelque chose euh, qui a une valeur historique énorme, hein, mais que l'État ici n'a pas suffisamment su reconnaître. Je sais qu'il y a des visites plus ou moins organisées qui sont faites, mais rien de forcément bien structuré par l'État, alors qu'on sait que dans un autre pays, ou peut-être dans des circonstances différentes, c'est quelque chose qui fait partie du patrimoine haïtien, qui devrait être davantage mis de l'avant. Mais je vous invite, vous ou n'importe qui nous écoute, à vraiment aller regarder des photos de ce qui reste du palais sans souci. Également la citadelle La Ferrière. Parce que là aussi, ce sont des monuments qui rappellent l'époque d'Henri Christophe et d'essayer de penser, réfléchir à ce à quoi tout ça ressemblait au début du 19e siècle. Parce que pour moi, à quelque part, ça traduit un petit peu une partie de l'histoire d'Haïti, ces monuments-là. D'accord. Waouh, tous ces sujets sont très, très, très intéressants et très passionnants. Et j'avais envie, j'avais envie de vous
poser une question un peu plus personnelle. Au vu de vos recherches, de votre bagage et de l'évolution de la société haïtienne, quel est votre regard sur cette continuité historique et sur l'avenir du point de vue historique de ce pays qui peut-être se cherche, peut-être n'a pas encore trouvé une certaine stabilité aux yeux du monde, mais qui tente certaines choses, certaines initiatives. Quel est votre regard avec le passé de l'histoire d'Haïti et un avenir qui se projette, qui se défile sous nos yeux? Vous savez, je pense que je suis comme beaucoup d'Haïtiens, Haïtiennes ou des personnes d'origine haïtienne dans la mesure où cette question-là, ça va dépendre de la journée quand vous me la posez. C'est-à-dire qu'il y a des Mm, jours où je me dis, ben, il y a tellement de choses qu'on peut aller puiser dans notre passé, et de se dire qu'en 1804, on a réussi l'impossible. L'impossible, c'est-à-dire de forcer les Français à quitter, c'est-à-dire de les mettre devant le fait accompli d'une défaite totale, hein, de l'armée la plus puissante de l'époque. De voir comment est-ce qu'on a des figures un peu avant l'indépendance. Je pense à Toussaint Louverture qui a, avec sa constitution de 1801, qui a tenu tête essentiellement à Napoléon, qui n'a pas déclaré l'indépendance d'Haïti, certes, c'est vrai, mais qui s'est montré comme quelqu'un qui était presque l'égal de Napoléon, ce qui aurait été impensable, hein. Qu'un ancien esclave trouve qu'il avait autant d'humanité qu'une personne comme Napoléon, je me dis, il faut le faire. Et je pense que quand on parle aux Haïtiens, on pourrait dire que c'est de l'arrogance et qu'il reste encore quelque chose de cette arrogance-là chez beaucoup d'entre nous. Alors je me dis que si on puise au plus profond de nous-mêmes, on a, ou du moins on est certainement capable de se sortir de ce qui semble être est une crise très aiguë, une crise presque perpétuelle depuis 86, et certains diront depuis bien avant ça. Le duvalierisme, c'était peut-être 30 ans de stabilité, mais c'est peut-être une crise en soi aussi. Ça dépend de la mhm, lecture qu'on en fait. Alors, il y a des journées où je me dis, voilà, si on dit que l'union fait la force et qu'on a réussi l'impossible en 1804 et qu'il y a encore un pays aujourd'hui indépendant qui s'appelle la République d'Haïti, sachant dans quelles circonstances cette indépendance elle a été acquise, à quel prix elle a été acquise aussi, et comment est-ce que pendant très longtemps elle a été, je veux dire, 1825 au niveau de la reconnaissance française, mais on a dû attendre encore plus longtemps pour la reconnaissance du Vatican, pour la reconnaissance des États-Unis, alors qu'eux sont en pleine guerre civile, donc au milieu euh, du 19e siècle. Je crois en 62 ou 63 que l'indépendance d'Haïti a été reconnue, mais on pourrait en reparler. Mais tout ça pour dire que il n'y a pas de raison de croire qu'il y a un pays qui s'appelle Haïti il n'y a pas de raison de croire qu'un pays comme ça aurait pu continuer à exister. Or, on est encore là. Difficilement, certains diront mhm, presque à genoux, mais on est encore là. Alors pour moi, je pense qu'on peut aller chercher dans cette histoire toute l'inspiration pour changer les choses, mais fondamentalement, je pense que c'est très facile pour moi d'être assise aussi ici, en Occident, dans mon bureau au Canada, et de dire, bah oui, les Haïtiens, let's go, vous êtes capables, c'est génial. Hein, c'est trop simple. Les problèmes sont tels en mhm, Haïti que je me dis, mais par où commencer? Alors moi, je veux pas être celle qui vend, je veux pas être celle qui vend des faux espoirs, mais je veux pas non plus être celle qui rend ou qui encourage ce discours sur l'impossibilité de gouverner Haïti, la misère, c'est l'histoire d'Haïti résumée en un mot. Et donc le discours dont je parlais au début, je veux pas alimenter un ou l'autre de ces discours-là, que ce soit celui qui est héroïsant ou celui qui est misérabiliste. Moi, je veux vraiment rester lucide. Et je pense qu'étant historienne, j'ai toujours tendance à ne pas aimer me projeter vers l'avenir. J'essaie toujours de plus rester sur, bah, si on veut comprendre les racines historiques de certains problèmes, voilà peut-être quels éléments sont importants à retenir. Donc c'est peut-être là où je vais m'arrêter. Je préfère me contenter de ça parce que si je dois parler à mhm, titre personnel, moi ça dépend de la journée. Il y a des jours, je me dis bien sûr qu'on est capable, il y en a d'autres, je me dis, ouh, les défis, ils sont de taille. Ils sont de taille et c'est pas à moi de me prononcer là-dessus quand en fait, j'ai pas à vivre le quotidien de qu'est-ce que c'est être en Haïti mhm, aujourd'hui. Donc, mhm. Merci beaucoup pour votre belle réponse. On arrive presque à la fin de cet épisode. Avez-vous des ressources à partager pour ceux qui souhaitent aller plus loin, se renseigner sur des périodes, sur des dates, sur des faits historiques, sur des personnages? Quelles sont les ressources que vous souhaitez citer et partager avec nous? je pense que je pourrais certainement vous envoyer un courriel avec ces ressources-là. Il y en a Ok. plusieurs. J'avais mentionné des projets d'humanité numérique plus tôt. Il Mhm. y en a un en particulier qui s'appelle Femmes rebelles.
qui discute de certaines femmes haïtiennes à différents moments de l'histoire d'Haïti. On a parlé des femmes tantôt, ça peut être une ressource intéressante. Il y a Mhm. plusieurs ressources qui traitent, je dirais, de l'époque révolutionnaire en Haïti que je vous conseillerais. Entre autres, des ressources qui ont été mises en place par la critique littéraire et historienne Marlene Doe, qui est une vraie, si on veut, étoile montante des études haïtiennes. Donc, Marlene Doe, Doe, ça s'écrit D-A-U-T, mais je vais vous envoyer tout ça par courriel. Donc, elle a plusieurs petits blogs et de projets d'humanité numérique qu'elle alimente quand même de manière assez ponctuelle, ce qui est rare, parce que des fois, les gens qui ont des projets, ils les laissent là. Mais Mhm. ça, c'est quand même mis à jour, donc ça peut être intéressant. Euh, j'ai aussi plusieurs suggestions de lecture que je pourrais vous envoyer. Euh, Comme ça, moi, je dirais qu'un de mes livres préférés pour le 20e siècle haïtien, c'est Haiti State Against Nation. C'est un livre par Michel Roch-Trujillo, qui est un historien haïtien qui est très important. Il y a aussi son livre Silencing the Past, qui vient tout juste d'être traduit en français, qui s'appelle Faire taire le passé. Ça, on ne peut pas le Ok. voir. Mais c'est un livre que je conseille vraiment. C'est pas que sur l'histoire d'Haïti, en fait, c'est toute une réflexion sur la production même de l'histoire, hein, la question des archives, la question de qu'est-ce qui est sélectionné comme étant un fait suffisamment important hein, pour être retenu pour les études historiques. Et donc, c'est un livre qui fait énormément réfléchir au-delà d'Haïti. C'est un livre aussi où est-ce qu'en fait, Trujillo était un des premiers à parler de ce silence autour de la révolution haïtienne. Et ce qui est assez paradoxal, c'est que le livre a été publié en anglais pour la première fois en 95. Et autant Trujillo se plaignait qu'on ne parlait pas assez ou qu'on n'avait pas pris au sérieux la révolution haïtienne, autant il y avait tout un boom historiographique qui commençait à cette époque-là. Donc, il y a eu un bon 30 ans parce qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de productions sur Haïti. Donc, un bon 30 ans. Ça arrêterait maintenant, on est en Mhm. 2025. Je dirais qu'aujourd'hui, les études haïtiennes, c'est beaucoup plus établi aux États-Unis que ça l'était quand Trujillo a publié ce livre-là. Donc, c'est un livre qui est important au niveau historique, mais aussi historiographique. Et même pour quelqu'un qui n'est pas dans la discipline historique ou une personne qui n'est pas du tout intéressée à certaines questions, parce que c'est un livre qui fait beaucoup réfléchir, hein. Donc, en fait, tout ce que Trujillo a écrit sur Haïti ou sur le reste des Caraïbes, moi, je le conseille. Trujillo était un intellectuel génial. Il est mort en 2012. Il est très regretté, je pense. Je serais très curieux de voir comment il irait la situation aujourd'hui en Haïti. Il n'était pas très vieux quand il est mort. Donc, D'accord. voilà. Je conseillerais également bon, Laurent Dubois, il a écrit un livre qui s'appelle The Aftershocks of History, un livre très général sur l'histoire d'Haïti. Il a écrit d'autres livres, il travaille surtout sur la période révolutionnaire, mais pour ceux qui veulent un livre très, très, très général sur l'histoire d'Haïti, ça peut être intéressant. Il y a Pierre Sauveur-Étienne, je ne sais pas dans quelle ordre il faut dire son nom. Vous savez, les Haïtiens, on a des fois des noms très, il a écrit L'énigme haïtienne, échec de l'État moderne en Haïti. C'est un livre qui traverse l'ensemble de l'histoire d'Haïti, donc vraiment de l'époque coloniale française, surtout l'époque révolutionnaire, je dirais, jusqu'à les années Aristide, donc le premier mandat au moins en 90, 91. Bah, 91, là, vraiment, les février 91 à septembre 91. Aussi un livre comme ça qui lui traite plus du XXe siècle, que là je vous fais un peu mes suggestions personnelles, là, j'en ai beaucoup d'autres que je pourrais vous envoyer et que je Mhm. vais même vous envoyer. Il y a un livre qui a été écrit par Matthew Smith. Lui, il est jamaïcain, né, je pense qu'il a écrit un de mes livres préférés sur l'histoire d'Haïti, ça s'appelle Red and Black in Haiti. Et c'est un livre qui traite vraiment de cette période entre 1934 et 1957, donc vraiment la fin de l'occupation à l'avènement de Duvalier. Donc ce livre-là, pour moi, c'est un livre qui répond à des débats historiographiques qui datent de plusieurs décennies. Donc c'est un livre qui reprend un petit peu David Nichols, dont j'avais parlé plus tôt, qui lui vraiment lit toute l'histoire d'Haïti à travers le prisme de la couleur et qui répond aussi à Michel Hector, donc un historien haïtien quand même assez important. Donc Matthew Smith, il regarde cette période-là non seulement à travers la question de couleur, mais à travers toutes les divisions politiques, toutes les partis de gauche en Haïti, donc le mouvement socialiste, le mouvement communiste, le mouvement syndicaliste, qui ne se plaçait pas forcément totalement à la gauche. Mais pour moi, il fait une histoire vraiment c'est une histoire sociale, culturelle vraiment excellente. Ce livre qui a reçu plusieurs prix d'ailleurs, mais pour ceux qui sont intéressés au XXe siècle haïtien, je pense que c'est un livre super parce que vraiment, c'est cette période-là, entre deux moments marquants, l'occupation et l'avènement du Valier, mais c'est une période plein qui est très mouvementée, voilà, dans l'histoire d'Haïti. C'est la période Mhm. où il y a la fameuse deuxième révolution haïtienne dont j'ai parlé tantôt, la fameuse révolution de 46, là, avec les Mhm. cinq glorieuses. Donc, c'est une période très riche de l'histoire d'Haïti. C'est une période qui est pleine de et si, c'est-à-dire et si Haïti avait continué comme ça, et si on avait fait ça, et si on avait fait ça. Il n'essaye pas forcément de répondre à tout ça, mais d'exposer un petit peu.
si on veut, toutes les contradictions de tous ces mouvements-là, et comment est-ce que finalement, dans un contexte de crise, en 56, au début 57, François Duvalier va éventuellement arriver à la présidence. Donc moi, pour moi, c'est un livre qui est vraiment excellent. Et je pourrais vous envoyer par courriel, je pense que c'est plus simple de le faire par courriel que sur le chat ici, vous envoyer mes autres suggestions de lecture, que ce soit des ouvrages généraux et puis ensuite de l'époque coloniale jusqu'au Duvalier au moins. J'ai plusieurs suggestions que je pense qui pourraient intéresser le public. On vous remercie, on mettra les suggestions en descriptif de cet épisode. Euh, j'ai passé un moment hyper enrichissant, très enrichissant à vos côtés, à en apprendre encore et toujours plus sur différentes facettes de cette histoire qui n'a pas fini, je pense, de nous apprendre encore. Euh, Où peut-on retrouver vos actualités? Est-ce que vous documentez vos travaux, vos recherches, vos pensées à ce sujet? Est-ce que Où peut-on vous retrouver hors de ce podcast, bien évidemment, sur cette thématique? En fait, techniquement, sur les réseaux, j'y suis plus ou moins. Je suis plus ou moins D'accord? active sur LinkedIn, mais c'est vrai que j'alimente pas forcément mes pensées à chaque fois. J'ai techniquement un blog avec des collègues. Ouais, j'ai dû carrément chercher parce que comme est-ce qu'il est encore actif. Mais oui, il l'est. Et en fait, le but de ce blog-là, Ok. c'était de nous permettre d'avoir une plateforme où on allait avoir des discussions sérieuses sur Haïti, mais qu'on n'allait pas forcément ressentir toutes les contraintes de la publication plus universitaire dans des revues savantes et ainsi de suite. Donc, ça m'encourage à peut-être continuer à mettre le blog à jour, à cette conversation-là. Mais sinon, voilà, j'ai commencé à l'UDM en janvier. Je suis encore en train de, si on veut, de trouver mon pied hein, dans Mhm. ce nouvel épisode, voilà, ce nouvel épisode de ma vie, on va dire ça comme ça. Mais certainement, j'aimerais ne pas seulement encourager mes collègues à participer à la vulgarisation de l'histoire, j'aimerais le faire moi aussi. Donc, Mhm. je suis en train de réfléchir avec d'autres collègues au-delà du blog, puisqu'on a fini par comprendre qu'on ne l'alimentait pas aussi souvent qu'on le voudrait. Quelles sont les autres avenues pour nous pour trouver des opportunités de discuter de l'histoire d'Haïti? D'ailleurs, pourquoi j'étais très contente de m'entretenir avec vous aujourd'hui, parce que je sens qu'il y a un intérêt pour Haïti, mais je sens aussi que beaucoup de personnes ne savent pas où donner tête, où regarder, quoi Ouais. prioriser, et qu'on se sent parfois un petit peu... c'est-à-dire qu'il y a tellement d'informations, mais toute cette information-là, comme je l'ai dit, n'a pas toujours la même valeur et que ça peut être difficile par moment de savoir qu'est-ce qu'il faudrait euh, prendre davantage au sérieux et qu'est-ce qu'il faudrait peut-être un peu plus rejeter, disons-le comme ça. Mhm. Donc voilà. Mais au-delà de ça, je pense que les ressources que je vais vous envoyer sont probablement les meilleurs endroits où pas forcément me trouver moi, mais trouver de Mhm. l'information sur Haïti. Merci beaucoup, Madame Belloni, pour ce moment. Avez-vous un dernier mot à partager avec nos auditeurs? Non, au-delà de ce que j'ai déjà dit tantôt, en fait, je pense que s'il y a quelque chose qu'il faudrait retenir, pour moi en tout cas, ce que j'aime vraiment dire aux gens, c'est peut-être de prendre un moment d'arrêt hein, et d'essayer un petit peu de s'émanciper de certaines idées toutes faites et toutes conçues que les gens ont parfois sur Haïti. Comme je l'ai dit à mes étudiants et comme je l'ai dit pendant l'entrevue, et je vais le redire maintenant, l'histoire d'Haïti, elle est tout aussi complexe et elle a tout autant de nuances que l'histoire de n'importe quel autre pays. Il faut arrêter de regarder Haïti aujourd'hui et la regarder à l'intérieur de ce discours finalement d'un État failli pour s'empêcher de se donner la chance de vraiment comprendre la complexité de ce pays-là. Donc moi, ce serait vraiment ça mon message, c'est que Haïti, si vous vous intéressez sérieusement à ce pays-là, si vous trouvez vraiment qu'elle a une histoire qui a de la valeur, ben, il faut prendre le temps de s'investir pour bien le comprendre. Et qu'on ne peut Mhm. pas lire l'histoire à travers la situation actuelle ou avec forcément aussi nos lunettes de contemporains, qu'il faut vraiment lire les événements historiques dans leur contingence historique. Donc, ce serait ça un peu mon mot pour aux auditeurs et auditrices. Merci beaucoup, Madame Belloni. On mettra tous les liens qui ont été cités en descriptif de cet épisode et on se dit à très bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié et que tu as envie de soutenir le podcast, partage-le, abonne-toi et laisse un avis sur ta plateforme d'écoute préférée. Quant à moi, je te dis à très vite sur un nouvel épisode de La Caille pour redécouvrir Haïti. D'ici là, prends soin de toi.